matin et nous recevons Jean-Michel Blanquer. Vous publiez « Construisons ensemble l'école de la confiance ». Bonjour Monsieur le Ministre. Bonjour. Le leçon du jour d'aujourd'hui concerne votre ministère. Il s'agit du témoignage d'un lycéen, Khalil. Il revient sur les conditions de sa garde à vue, car en marge d'une manifestation de fonctionnaires, une vague d'arrestations de mineurs a eu lieu au lycée Arago. C'était le 22 mai dernier. Bonjour, je m'appelle Khalil, je suis lycéen au lycée Édouard Branly à Nogent-sur-Marne. J'ai 16 ans, je suis en seconde. Je me suis fait arrêter au lycée Arago sur la place de la Nation à Paris mardi. Ils nous ont fouillés. Pour beaucoup, comme pour moi, ils nous ont demandé de nous mettre nus dans une salle. Donc fouille intégrale, enlever toutes nos affaires et le caleçon. Puis ensuite, on a été transférés dans le commissariat de 14e. On était 3 mineurs. On nous a donné la cellule de dégrisement, sans matelas, sans couverture, dans concrètement la pisse et le vomi des gens d'avant, quoi. Et donc c'était pour nous trois la première mesure de garde à vue qu'on vivait, donc c'était pas super agréable, quoi. L'interview de Khalil interrogé par l'Obs. Votre réaction, Monsieur le Ministre? Il y a deux choses. Il y a d'une part pourquoi il s'est trouvé dans cette situation, et ensuite ce qu'il s'est passé. Sur le premier point, il a bien dit qu'il était d'un lycée et qu'il se trouvait dans un autre, à un moment de blocage. Et il est tout à fait normal de se faire arrêter quand on fait quelque chose d'illégal. Et bloquer un lycée, c'est illégal, et c'est ce qui s'est passé à Arago. Et je pense qu'il est important que la règle sur ce sujet, comme sur d'autres, soit dite avec sérénité et je dirais normalité. En l'occurrence, on ne doit pas bloquer un lycée, a fortiori si on est un lycéen d'un autre lycée. Donc ça s'appelle l'apprentissage de la règle, et peut-être que c'est ce qui s'est passé. Sur le deuxième point, je pense qu'il faut regarder avec ce garçon ce qui lui est arrivé. Ce qu'il décrit paraît un peu étonnant, mais un peu sévère quand même. Écoutez, plus on a entendu du côté de la tellement sévérité que de la sérénité. Je ne remets pas spécialement en question sa parole, simplement sur ce genre de sujet, il faut objectiver. On est dans un état de droit. S'il y a eu des problèmes d'abus, il peut tout à fait regarder juridiquement ce qu'il peut faire. Simplement, j'ai vu dans de précédents cas, quand il y a eu l'évacuation de Tolbiac, des témoignages qui ont été sujets à caution. Donc vous me permettrez de ne pas me prononcer sur juste un témoignage de ce type, même si, bien entendu, ça doit être entendu et regarder de près. Mais en tout cas, ce qui est important, c'est qu'un lycéen comprenne que non, on ne bloque pas un lycée, a fortiori n'importe quel lycée, même le sien, et a fortiori le lycée des autres. Au-delà de cela, Monsieur le Ministre Jean-Michel Blanquer, on a l'impression qu'il y a de plus en plus une coupure entre le gouvernement et les jeunes, les lycéens, notamment du fait d'un certain nombre de réformes, dont Parcoursup. Votre sentiment? Je pense que ça n'est pas du tout exact. Je pense qu'au contraire, d'abord, la jeunesse a été très enthousiasmé par ce qui s'est passé en mai 2017, et on essaye maintenant de raconter le contraire, mais il y a une véritable adhésion à l'élection d'un président jeune qui incarne un dépassement des clivages classiques, qui incarne une sorte de nouveau souffle pour la France. Beaucoup de forces se sont déchaînées depuis pour essayer de nous faire oublier cette espèce de souffle nouveau qui existe bel et bien. Et quand vous allez sur le terrain, ce souffle, vous le voyez. Et je le vois en permanence chez les jeunes. Vous savez, quand je vais dans beaucoup de lycées, et je rencontre pas du tout d'hostilité, je rencontre au contraire des jeunes passionnés, des jeunes qui sont par exemple extrêmement intéressés par la réforme du baccalauréat qui vient d'avoir lieu. Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils vous disent? Vous parlez de leur intérêt. Déjà, beaucoup de lycéens ont participé à cette réforme. Vous savez qu'il y a eu plus de 40 000 lycéens qui ont participé à cette réforme, et si elle a été bien reçue, c'est précisément ce que nous avons écouté les lycéens. Ensuite, les lycéens, ce qu'ils veulent, c'est qu'on les prenne au sérieux, qu'on leur donne des responsabilités, et d'une certaine façon, à partir de la classe de seconde, c'est un nouvel âge de la vie qui commence, et c'est ce que nous voulons faire au travers de la réforme du lycée, notamment en permettant plus de choix de la part du lycéen. Et le fait, par exemple, qu'à partir de septembre 2019, il n'y ait plus les séries, mais la possibilité de choisir des disciplines de spécialité, ça ouvre l'horizon. De même, on va valoriser tout ce qui est engagement lycéen, engagement pour autrui. Toutes ces questions qui, d'une certaine façon, conduisent à prendre le lycéen pour un préadulte qui progressivement se responsabilise, eh bien, c'est des choses qui sont très bien reçues par les lycéens, qui sont d'ailleurs de plus en plus participatifs. Et ce que je viens de dire, c'est, je le sais, l'immense majorité des lycéens pensent ainsi. S'agissant de Parcoursup, là aussi, des forces se déchaînent pour créer de l'angoisse. L'angoisse, elle est là. Vous parlez de préadultes, justement, ils apprennent là aussi, l'angoisse. Je ferai une grande distinction entre ce que vivent les lycéens et puis ce que disent un certain nombre d'acteurs qui aiment créer de l'angoisse. S'agissant des lycéens, on peut parfaitement comprendre l'inquiétude de quelqu'un qui n'a pas encore sa réponse. Cela dit, je voudrais tout de suite dire une chose. L'année dernière, à la même date, vous savez quel était le nombre de lycéens qui avaient une réponse pour la suite ? Ce chiffre est très simple, c'est 0.
Aujourd'hui, c'est plus de 200 000 qui ont déjà dit oui aux propositions qu'ils ont faites. Et c'est plus de 500 000 qui ont reçu une proposition sur 800 000. Ce matin même, le chiffre est à 69%. Il était à 50% il y a environ une semaine. Donc, si vous voulez, en réalité, il y a un système qui est en train de fonctionner. Je conçois tout à fait que pour ceux qui n'ont pas encore la réponse, ça puisse être inquiétant. Il faut que chacun comprenne que c'est quand même un énorme progrès par rapport à l'année dernière et qu'en particulier, nous n'aurons pas de tirage au sort à la fin du processus. Vous parlez de ceux qui attisent l'angoisse, mais ce qui nourrit l'angoisse, c'est aussi l'opacité. Stéphane Troussel, le patron du conseil départemental de Seine-Saint-Denis, demande que l'algorithme de Parcoursup soit dévoilé, tout simplement pour voir si les jeunes qui sont originaires de Seine-Saint-Denis souffriraient d'une discrimination. Pourquoi ne pas faire cela, monsieur le ministre ? L'algorithme de Parcoursup est transparent et nous l'avons justement dévoilé. Pourquoi cette question ? Pourquoi ces interrogations ? Vous savez, tout le monde dit beaucoup de choses et nous pourrons en parler avec le président du conseil départemental. En tout cas, ce que je comprends dans ce qu'il dit, ce n'est donc pas cette question-là qui elle est résolue, mais c'est plutôt le bilan qu'on pourra faire de ce qui a été fait. Et bien entendu, tout est toujours perfectible. Et évidemment que le but de Parcoursup n'est pas d'accentuer les inégalités sociales, au contraire. Donc, on verra quand on fera l'évaluation s'il y a des problèmes de ce genre, et on sera certainement capable de corriger tel ou tel aspect. Nous ne prétendons pas à la perfection, nous prétendons au progrès. Et nous avons des preuves pour cela. Vous parlez justement d'inégalité sociale. On a l'impression effectivement que cette politique, elle peut être populaire parmi ceux qui sont les meilleurs du système, mais pour les autres, pour les laisser pour compte, on a l'impression, et c'est général à la politique menée par le gouvernement, que ces laissés pour compte sont laissés de côté, y compris par l'éducation nationale. Que faites-vous pour eux, monsieur le ministre ? Il n'y aura pas de bachelier laissé pour compte. C'est une des vertus de ce qui est en train de se passer. C'est que précisément, tout le monde va avoir une place à la fin. Il n'y a pas d'élimination de qui que ce soit. Une place désirée, je voulais dire. Eh bien, mais à la fin, c'est la place la plus désirée possible qui sera donnée. Le système est conçu pour cela. Et simplement, le système est à la fois devenu plus rationnel et plus humain. Plus rationnel parce que le système est beaucoup plus rationnel qu'un tirage au sort. C'est un système qui tient compte des désirs des uns et des autres et qui tient compte aussi effectivement d'une adéquation entre le parcours et la réussite. Je prends l'exemple typique est celui des bacheliers professionnels qui souvent vont échouer à l'université alors qu'ils réussissent davantage en BTS. Qu'a-t-on fait ? J'ai créé des places de BTS. Nous avons créé 2000 places de BTS auxquelles j'en rajoute près de 2000 depuis le début de la semaine. Et celles que je viens de créer sont des classes passerelles, autrement dit, une année qui permet de préparer à la réussite au BTS. C'est ce que j'appelle l'esprit pragmatique, et c'est ce que j'appelle ne pas se payer de mots. Parce que si vous voulez, jusqu'à présent, ce qui se passait, c'est qu'on se paye de mots. On dit, allez-y, inscrivez-vous à l'aveugle, et puis d'ailleurs, s'il y a un problème, à la fin, on tirera au sort. C'est l'archétype de la démagogie. Ce que nous sommes en train de faire, c'est l'inverse. C'est quelque chose qui respecte réellement les jeunes. On essaye de les faire réussir, et bien entendu, les faire réussir, c'est les amener chacun et chacune le plus haut possible, et c'est effectivement ce que nous sommes en train de faire. Autre chantier, vous êtes en train de mettre en place un comité des sages, un conseil des sages, de la laïcité à l'école. Quel va en être le but ? Est-ce que vous considérez qu'il faut des accommodements ou bien est-ce que vous pensez au contraire qu'il faut être strict sur la laïcité ? On a l'impression qu'il y a 2 écoles au sein de la Macronie. À laquelle appartenez-vous, Jean-Michel Blanquer ? J'appartiens à une seule école, il n'y en a qu'une. J'appellerais ça l'école de la confiance. C'est pour ça que j'ai donné le titre à ce livre d'ailleurs, parce que dans lequel je traite beaucoup la question de la laïcité parmi les questions importantes de l'école aujourd'hui. Et cette société de confiance que nous voulons, c'est justement ce qui caractérise ce gouvernement. Société de confiance, c'est ce qui existe insuffisamment en France jusqu'à présent. Mais précisément sur la laïcité. Oui, mais j'y viens. Est-ce que vous êtes de l'école des Bernardins, par exemple ? Vous savez, quand même, des accommodements avec l'esprit religieux. Non, c'est il y a beaucoup de mots dans ce que vous venez de dire. Il n'y a qu'une laïcité. Et je suis évidemment pour la laïcité. D'ailleurs, c'est l'article 1 de notre Constitution. Et donc, normalement, tous les citoyens français sont pour la laïcité à partir du moment où on est citoyen français. Si on respecte la Constitution, on est laïque et pas besoin d'ajouter un adjectif. Laïcité, c'est un principe de confiance, c'est un principe de liberté. Autrement dit, chacun est libre de croire, de ne pas croire, de changer de religion. Et parmi les conséquences de ce principe de la laïcité, personne ne doit sentir la pression d'une religion ou d'une non-religion d'ailleurs, dans sa vie personnelle, métaphysique et a fortiori dans la vie à l'école. Donc en réalité, c'est un principe simple et clair qui ne souffre pas d'interprétations multiples et qui ensuite, dans ses applications, doit aussi être simple et clair. Et c'est là que les choses, peut-être parfois, deviennent plus difficiles. Alors par exemple, sur la question des cantines, qu'est-ce que vous préconisez ?
Alors sur la question des cantines, justement, ce vade-mecum de la laïcité que nous publions aujourd'hui à l'adresse des établissements permet de savoir quelle est l'attitude à tenir dans chacun des cas. Sur la question des cantines est une question qui relève de la compétence des collectivités locales, et de ce point de vue-là, il y a un petit peu un spectre de solutions. Si je prends l'exemple, il y a un exemple que je trouve intéressant, c'est celui de Pau, dont François Bayrou est le maire. Il a fait un repas, le repas de tous les jours, si je puis dire, et puis un repas végétarien. Dans le repas végétarien, toutes les religions qui ont des interdits alimentaires peuvent se retrouver. Au moins, ça fait un système binaire qui ne permet pas d'identifier une religion en particulier et permet à chacun de s'y retrouver. C'est pas une préconisation juridique, ce que je suis en train de dire, mais c'est pour montrer qu'il peut y avoir des bonnes idées simples, sans aller jusqu'à être sans arrêt soumis à toute une série de prescriptions, parce que sinon, à la fin, on va être dans une casuistique impossible. Les incidents liés à la laïcité sont-ils nombreux à l'école? Est-ce qu'il y a beaucoup d'élèves, par exemple, qui refusent d'apprendre les sciences telles qu'elles sont enseignées? Je ne sais pas, la théorie de l'évolution, par exemple, Jean-Michel Blanquer. Oui, bien sûr, nous savons tous que c'est un problème, et ça fait partie... Problème important. C'est un problème assez important. C'est-à-dire, mon objectif, c'est ni de minimiser, ni de dramatiser, si vous voulez. C'est de dire les choses comme elles sont. Et les choses comme elles sont, c'est que ce que vous venez de dire, oui, ça existe. Et il y a certainement des professeurs qui nous écoutent, qui savent très bien, parce qu'ils le vivent, malheureusement. Et donc, on ne résoudra pas ça en faisant semblant de ne pas le voir. On ne le résoudra pas non plus en faisant comme si c'était un phénomène généralisé et qui polluerait toutes les vies de tout le monde. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui existe. Et c'est quelque chose aussi qui se passe vis-à-vis d'adolescents. Donc, on doit avoir une démarche éducative vis-à-vis de cela, mais là encore, de nouveau, avec une certaine clarté, une certaine fermeté, une certaine sérénité. Le vade-mecum en question et disons les grands principes que j'expose dans le livre sont faits pour permettre tout simplement de faire cela, et de le faire dans un esprit d'équipe, parce que ce qu'il y a de pire en la matière, c'est la solitude de l'adulte, du professeur, face à ce type de phénomène. Votre livre « Construisons ensemble l'école de la confiance » chez Odile Jacob, justement en parlant de « Construisons ensemble », un ancien principal de collège, Bernard Ravet, raconte qu'il a un jour refusé l'inscription d'un enfant juif dans les quartiers nord de Marseille. C'est vrai ? Ah bah, s'il le dit, c'est probablement vrai, bien entendu. Il faudrait le poser la question. Il y a aujourd'hui beaucoup de collèges où un enfant juif ne peut pas être inscrit en France. Bah, c'est tout à fait scandaleux, évidemment. Ce qu'il raconte, évidemment, ne date pas de cette année. Et nous savons qu'il y a eu de ces types de phénomènes. Moi, j'ai moi-même été recteur de Créteil et j'ai malheureusement eu à plusieurs reprises à m'inquiéter de phénomènes de ce type qui conduisaient parfois à ce que des élèves juifs quittent l'enseignement public. C'est malheureusement une réalité. J'ai eu à intervenir, par exemple, lorsque un professeur juif avait subi des insultes antisémites. Donc ces réalités-là, elles existent. Donc évidemment, c'est face à ces réalités que nous avons une stratégie. Cette stratégie, laquelle ? Je dirais que c'est à la fois une stratégie globale et une stratégie précise. C'est une stratégie globale parce que tout ce dont nous pouvons parler, tout ce dont il est question, y compris par exemple les CPA 12 dont il a été question tout à l'heure, toutes ces stratégies globales pour renforcer les savoirs fondamentaux, pour renforcer la culture générale, pour renouer avec une culture des Lumières où nous croyons au progrès, une culture du respect où tout simplement chacun a le droit de croire, de ne pas croire, que ça ne doit pas être un problème. Il faut qu'on soit apaisé sur ces questions-là, mais simplement que personne n'en fasse un sujet de pression sur quiconque. Eh bien, ces éléments-là font partie d'une stratégie globale. Après, il y a une stratégie précise, qui est de considérer que quand il y a un problème concret de laïcité qui se pose, eh bien, une réaction à la fois forte et sereine de l'institution se réalise, et ainsi, la règle du jeu s'apprend. Et après tout, c'est aussi normal que les enfants et les adolescents fassent cela. J'ajouterai un dernier point, qui est que si on veut être pleinement efficace, il faut un lien avec les familles. Vous savez, il y a 2 facteurs de réussite d'un système scolaire principaux, la formation des professeurs d'une part, et deuxièmement le lien parent-école. Et dans ce lien parent-école et dans différentes dispositions que nous sommes en train de prendre, cette discussion avec les parents doit nous permettre d'avancer. Le bac approche, Jean-Michel Blanquer. Comment l'envisagez-vous en tant que ministre de l'Éducation nationale ? Je l'envisage comme un rituel important. C'est évidemment quelque chose qui est très important pour les élèves parce que c'est le signal de la fin de leurs études secondaires. C'est un moment de parachèvement d'une certaine façon et j'espère de consécration. Ensuite, il y a un aspect technique, il faut qu'il se déroule bien. On sait que c'est une opération complexe, avec des centaines de milliers de candidats, avec de nombreux examens. Et c'est justement ça qui va évoluer dans le futur, puisqu'en 2021, on aura le nouveau baccalauréat, qui sera, je pense, encore mieux que le baccalauréat actuel. Est-ce que vous envisagez une réforme
du bac professionnel. Est-ce que cette réforme, elle peut profiter au plus grand nombre? Les syndicats sont assez sceptiques sur ce que vous entreprenez. Ils disent que beaucoup de choses ont déjà été faites en matière d'enseignement professionnel, que rien de véritablement probant n'est dans cette réforme. Alors, je pense qu'ils ne sont pas tous sceptiques. On cite toujours ceux qui affirment je le parle plus leur de scepticité. SNUEP-FSU. Oui, mais aussi bien ce syndicat que les autres qui ont de l'importance dans l'enseignement professionnel. Je les ai reçus, nous avons beaucoup discuté. Et nous sommes loin d'avoir 100% de désaccord. Nous aurons sans doute rarement ou jamais 100% d'accord sur quelques sujets que ce soit. Mais en tout cas, je les ai beaucoup écoutés. Je les ai reçus plusieurs fois tous. Et nous avons intégré des choses qu'ils proposaient. Ce que je vous disais tout à l'heure, quand j'ai dit qu'il y avait près de 2000 places créées en BTS, en classe passerelle, c'était une revendication du syndicat que vous venez de citer, et d'autres syndicats d'ailleurs, que nous avons pleinement pris en compte. Donc c'est pour vous dire qu'il y a du dialogue social et que surtout, ce qui doit tous nous faire adhérer à ce qui est en train d'arriver, et notamment les professeurs de lycée professionnel, auxquels je veux rendre un hommage particulier. Ils sont 50 000 en France aujourd'hui, ils font un travail exceptionnel. Eh bien, ce que nous sommes en train de dire, c'est que nous allons positionner l'enseignement professionnel dans une situation de prestige et d'attractivité qu'il n'a jamais connue auparavant, parce que c'est l'intérêt des élèves, c'est l'intérêt des professeurs, l'intérêt des personnels, et c'est surtout l'intérêt de l'ensemble de notre pays. Je vais nuancer un peu votre propos, monsieur le ministre, sur l'enthousiasme de ce syndicat, le FSU. Je n'ai pas dit que enthousiaste. L'une de vos réformes sur l'enseignement professionnel consiste à former des campus. Et alors, l'une des conséquences de cette formation de campus, c'est que ceci serait financé par les régions. Est-ce que ça n'est pas une manière pour l'État de donner le mistigris de l'enseignement professionnel aux régions et surtout son financement? Non, regardez d'ailleurs la réaction des régions qui a été positive et avec qui j'ai évidemment dialogué avant ces annonces. D'abord, oui, c'est une compétence des régions que tous les aspects fonciers et de construction, donc ça, il n'y a rien de plus normal. Oui, elles ont déjà dans le passé pu construire quelques campus, pas assez, et oui, elles ont des plans pour le futur, et oui, nous allons les aider dans ce sens-là. Donc nous sommes dans une coopération État-région, mais si vous voulez, j'essaye d'avoir un esprit concret. L'esprit concret, c'est de se dire, si je suis un élève de 3e, et que éventuellement je suis intéressé par l'enseignement professionnel, je ne dois pas y aller parce que mon bulletin scolaire n'est pas bon, je dois y aller parce que j'en ai envie. Et il y a différentes choses qui vont me faire envie. Premièrement, un lieu agréable, un lieu où il y a de l'espace vert, des terrains de sport, un internat, des équipements modernes, etc. Ça existe parfois très rarement, et dans d'autres pays, ça existe beaucoup. Et quand ça existe en France, c'est souvent une belle université, une belle école. Eh bien, ça doit être le cas de la plupart des lycées professionnels, qui seront tous soit dans un campus, soit en réseau, avec des réseaux thématiques, articulés là aussi à des thématiques d'avenir. La révolution numérique est là, la transition environnementale transforme les métiers, du bâtiment, de l'énergie. Tout ceci fait que l'enseignement professionnel peut être à la pointe des enjeux du XXIe siècle. Le faire comprendre et faire envie en montrant aux futurs lycéens professionnels que non seulement ils ne vont pas dans quelque chose qui enferme, mais au contraire dans quelque chose qui ouvre beaucoup d'opportunités, c'est essentiel. Autre critique adressée à ce type de réforme, c'est évidemment le corollaire, c'est de fabriquer des formations qui sont trop professionnalisantes et qu'ici, il y a une modification des métiers, une évolution des techniques, eh bien, ces jeunes formés risqueraient de ne plus pouvoir être adaptés au marché du travail, Jean-Michel Blanquer. Alors, être professionnalisant, c'est pas un défaut, c'est même le principe du lycée professionnel que de l'être. Ça dépend des évolutions, ça a été un défaut pour les informaticiens, par exemple, certains informaticiens. Mais justement, il y a différentes manières de l'être, et justement, on répond à l'objection que vous êtes en train de faire. L'amélioration va aller aussi dans cette direction-là, notamment parce qu'on a retenu la plupart des propositions du rapport que j'avais commandé il y a quelques mois à Céline Calvès et Régis Marcon, qui avaient proposé, nous l'avons retenu, l'idée que pour une bonne partie des élèves de seconde professionnelle, ils puissent avoir une seconde par famille de métiers, ce qui permet donc effectivement d'avoir des compétences professionnelles, mais de les avoir selon un spectre plus large au début, de façon à pouvoir faire un choix. Par exemple, vous n'allez plus vers pâtisserie tout de suite, mais vous allez vers métier de bouche, ce qui vous permet d'avoir un spectre plus large.